Bien, bonjour. À l'issue de journées aussi intéressantes que celle-là, où l'enthousiasme des présentations, l'intérêt des présentations génère en général une forme d'unanimité, l'heure vient toujours des débats. Alors celui de ce soir, il est sur un thème presque évident à l'issue de tout ce qui a été dit depuis ce matin. La France sait-elle exploiter le potentiel d'innovation de ses physiciens ? J'allais dire qu'on a au moins la partie positive de la réponse qui a été donnée par tous ceux qui sont intervenus dans le courant de cette journée, qui nous ont raconté des histoires, je le répète, en général successful et passionnantes. Et tout cela montre bien que l'univers de la physique est un formidable terrain, un terrain extraordinaire pour innover et pour créer. On voit que la transformation en fait des concepts de la physique dans des startups ou dans des entreprises, eh bien, c'est quelque chose qui fonctionne et on l'a vu dans plusieurs domaines. On l'a vu dans le domaine de la santé, on l'a vu dans le domaine des télécoms, on l'a vu dans le domaine de la finance, on l'a vu dans le domaine de l'agriculture lors de la dernière intervention. J'ai moi-même, lors d'une récente visite à l'incubateur de Paris-Saclay, découvert 2-3 petites idées dans des startups qui sont absolument passionnantes, sur la capacité de choisir ses vêtements sur un site marchand de vente par correspondance, sur un formidable système de suspension qui évitera aux amateurs de VTT de faire le grand soleil quand ils font de la descente, ou sur un système assez extraordinaire d'observation de la manière dont les végétaux poussent, qui a à la fois un intérêt pour l'agriculture et un intérêt également pédagogique. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses extrêmement positives qui se passent dans ce domaine. Après, on ne peut pas s'empêcher, et c'est aussi l'objet de ce débat, et forcément ce sujet sera abordé, de se rappeler que, eh bien, en France, l'entreprise, si elle reste un exercice passionnant, exaltant et probablement de plus en plus partagé, ça reste aussi quelque chose qui, à maints égards, peut poser problème et peut faire rencontrer à ceux qui se lancent dans cette aventure un certain nombre de difficultés. Donc, l'objet un peu de cette table ronde sera non pas forcément de revenir sur tout ce qui s'est dit déjà depuis ce matin, mais d'essayer de voir si, dans le domaine du travail que font les physiciens, et cette transformation possible en start-up ou en entreprise de plus grande importance, eh bien, si dans ce domaine, notre pays est bien équipé, quelles sont les structures, quelles sont les aides, quels sont les dispositifs qui peuvent faciliter cette démarche, ou bien au contraire, quels sont les obstacles qui peuvent se présenter, quels sont tous les freins qui pourraient, d'une certaine manière, empêcher de valoriser l'excellence du travail des chercheurs en physique dans notre pays. Alors, pour discuter de tous ces sujets, pour alimenter et faire vivre ce débat, nous recevons ce soir Bernard Daugeras. Vous êtes membre de l'Académie des technologies et vous êtes fondateur d'Auriga Partners, qui est une structure de capital risque. Avec vous, Nathalie Delorme. Vous êtes, vous, responsable du pôle transfert de technologie à la direction des partenariats de la BPI. Et on a vu dans tout ce qui s'est dit aussi depuis ce matin à quel point le financement des initiatives était quelque chose d'absolument essentiel. Toujours sur le registre du financement, nous entendrons également les expériences et les avis de François Carbone. Vous êtes le cofondateur d'Anaxago, qui est une structure de crowdfunding, une nouvelle forme de financement qui manifestement prend un essor assez important aussi dans notre pays. Et puis Arnaud Pelletier, vous êtes ingénieur, PDG de WIM-MS. C'est une société de contrôle des systèmes électriques. Et je crois que vous aurez un certain nombre de choses à dire sur la nécessité pour les physiciens, pour les chercheurs, d'être capables de se faire accompagner par des gens qui ont peut-être un peu plus la fibre commerciale au moment où ils veulent se lancer dans l'aventure de l'entreprise. Alors, la première question, et peut-être, tiens, je vais la poser à Bernard Daugeras, puisque vous avez la réputation... est-elle justifiée d'être parfois un homme de polémique aujourd'hui, où l'actualité nous apprend que dans notre pays, eh bien, nous faisons de moins en moins de bébés, ce qui est une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, si la France offre le cadre le plus accueillant pour la naissance d'entreprises issues de la recherche en physique ? Oui, alors bon, je ne vais pas polémiquer parce que je suis moi-même physicien, hein, donc je suis sur la première ligne là.
la France a bien su m'exploiter puisque je suis physicien, converti en venture capitaliste et converti en investisseur en biotech. Donc c'est dire si la physique mène à tout, à condition d'en sortir. Mais pas complètement. Oui. Alors, bon, mon métier depuis 30 ans, c'est de financer des startups de technologie. Et vraiment de technologie. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les labos publics, mais pas que dans les labos publics, des projets de qualité qu'on va financer, qu'on va amener le plus loin possible et qu'on va financer. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la France n'a pas à rougir de la qualité de sa recherche en général d'ailleurs, et de sa physique. De plus, il règne en France actuellement une espèce d'effervescence entrepreneuriale que je juge sympathique, même s'il y en a peut-être un petit peu trop, mais c'est quand même très sympathique. Et je rentre d'un voyage là en Californie, et je peux vous dire que pour avoir vu des Français qui avaient créé des boîtes là-bas, et puis moi je connais ce qui se passe en France, je pense que la France est un endroit assez sympa pour créer des boîtes. Alors on va revenir sur la partie financière tout à l'heure, mais l'environnement de la création d'entreprises en France est très très loin d'être négligeable. On a le statut des gens d'entreprise innovantes, on a le crédit d'impôt recherche. Il se trouve d'ailleurs que j'avais participé à la création du crédit d'impôt recherche dans une vie antérieure, et c'est quelque chose que les étrangers non seulement nous envient, mais nous ont copié. Alors, vous dites que la physique en France n'a pas à rougir et qu'elle a vraiment une image d'excellence. Et pour autant, il y a un rapport de la Cour des comptes en 2013 qui explique que les performances scientifiques des chercheurs français sont meilleures que leurs retombées économiques. Alors, comment on en arrive justement à ce gap entre la qualité d'un travail côté recherche et puis la faiblesse, entre guillemets, en tout cas, elle a été pointée du doigt, des retombées économiques? Alors, moi, je ne fais pas cette analyse-là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Si on a un problème en France, c'est plutôt de les faire grossir. Bon, je pense que Nathalie va nous expliquer un petit peu tout ça. En gros, c'est amusant ce qui s'est dit tout à l'heure. J'ai écouté le Photonetics quand il nous disait qu'aux États-Unis, la différence entre la France et aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, c'est les Friends and Family qui financent les créations d'entreprises. Alors, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que non seulement c'est les Friends and Family, mais c'est les Business Angels. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les Business Angels, c'est 22 milliards de dollars par an. 22 milliards de dollars par an, c'est-à-dire aux États-Unis, plus que le capital risque. C'est plus que le capital risque. En France, quand on fait les petits calculs, Nathalie, on en a parlé, 500 millions, on fait ça, c'est moins du milliard. Moins du milliard. Donc on ne joue pas dans la même cour. Donc déjà, ouais. Ouais, tu vois à peu près quoi. En Business Angels, et donc les. Non, Business Angels, oui. Oh non, il y a plus que ça. Non, ça c'est les réseaux officiels. Mais moi je suis Business Angels et je suis pas dans les réseaux officiels. Donc je sais que le montant réel investi par les particuliers dans les créations d'entreprises, c'est sans doute quelques centaines de millions d'euros. Allez, mais c'est pas le sujet. C'est déjà pas à l'échelle. Donc on a un vrai handicap. Alors la France, comme d'habitude, elle se fait toujours des structures un peu parapubliques et para-administratives. Donc on s'est inventé les fonds, comment ça s'appelle, enfin les fonds fiscaux, quoi. Voilà, les fonds ISF et autres, d'accord. Et puis, plus récemment, les fonds FNA. C'est une quarantaine de fonds FNA quand même, mais qui ont le petit inconvénient quand même d'être un tout petit peu petits. On parle physique aujourd'hui. C'est ça, donc en fait il y a une action publique qui existe et qui est importante et qui est très intéressante, mais qui est un peu sous-dimensionnée. Dont les montants sont relativement limités et ne permettent pas d'arriver rapidement à la dimension de financement qu'on trouve aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de groupes de travail qui ont fonctionné sur ces sujets-là récemment, dont le groupe Béla Tambourin, qui avait fait comme recommandation d'essayer de réorienter l'épargne des Français vers nos métiers, c'est-à-dire vers la restructuration un peu du tissu industriel par la création. On avait estimé entre 2 et 3 milliards par an ce qu'il faudrait pour que ça soit pertinent. Il faut savoir que dans les contrats d'assurance vie, il y a 1500 milliards qui dort, qui est en produit de taux et qui sert à financer le déficit de l'État. Et donc, personne ne veut réorienter 1 pour 1000 de ça dans nos métiers. Ça en dit long sur la stratégie politique en matière de refinancement du tissu industriel. Ça en dit long, je trouve. Bon, le FNA, c'est des fonds de 40 millions dans l'amorçage pour les choses technologiques. Ce n'est pas vrai pour l'Internet. L'Internet, on peut commencer avec quelques centaines de milliers d'euros, un petit million. Dans la technologie et la biotechnologie, c'est la même chose. Quand on fait du hardware en physique, etc.,
Ça a été dit. On a C'est vu dans long, tout ce on a vu- cher et coûteux. On a vu dans tout ce qui a été présenté Voilà. ce matin l'importance Voilà. effectivement d'un financement important. Voilà. Hein, un petit financement d'amorçage normal, c'est entre 6 et 10 millions d'euros. Quand vous avez des fonds de 40 millions, vous faites comment? Donc là, on a un réel problème. Bon, on se débrouille. C'est-à-dire qu'on se met à plusieurs, etc. Mais enfin, voilà. Nathalie Delorme, justement sur vous qui êtes avec la BPI un peu au cœur de ces problématiques de financement des entreprises, comment vous essayez de réorienter l'action des financeurs pour satisfaire les besoins de ceux qui veulent créer une start-up, de ceux qui veulent se lancer dans l'aventure industrielle? D'abord, on a essayé de construire une relation, je dirais, efficace, fluide et de proximité avec les structures de valorisation, les SATT, en essayant de processer notre interaction, en essayant de se connaître les uns les autres pour s'échanger des informations régulières et s'aider sur j'ai une entreprise qui recherche une brique technologique qui peut être dans un laboratoire local, je vais aider cette entreprise à contacter le laboratoire et travailler dans le cadre d'un transfert de technologie qui est quand même le cadre le plus couramment utilisé puisque la création d'entreprise c'est quand même exceptionnel par rapport à la licence et au transfert d'exploitation. Ça c'est dans un cadre licence. Dans le cadre création d'entreprise, on a essayé de processer notre interaction pour à la fois comprendre le projet, bien l'orienter en fonction du potentiel de ce projet, et puisque désormais les délégués innovation ont une fonction d'orientation vers les fonds d'amorçage, parce qu'ils les connaissent, ils ont été formés à ça, et du coup, c'est aider l'ASAT lorsqu'elle a décidé de valoriser une technologie sous-tendue par de la physique notamment, qui est en général très capitalistique, à bien l'orienter au bon niveau sur nos dispositifs de financement et d'investissement. Puisque vous savez qu'on a désormais effectivement des dispositifs un peu parallèles et qui se conjuguent entre le financement d'innovation et l'investissement. Donc c'est de cette, je dirais, relation solide de proximité qu'on attend un bon accompagnement. Alors avec la SAT, mais bien évidemment avec l'incubateur, puisque tous les délégués innovation sont en général dans les conseils d'administration et dans les comités d'introduction des incubateurs. Et au conseil d'administration des SAT, l'idée c'est vraiment de prendre le projet, de l'instruire, de le co-construire avec des réunions régulières, puisque c'est ça qu'on a mis en place aujourd'hui, des réunions régulières sorties de SAT, entre le FNA, les business angels, BPI France, les SAT et les incubateurs. De sorte qu'on va accompagner, parce que le financement ne suffit pas forcément, il faut accompagner le projet et dans toutes ses dimensions, à la fois du point de vue technologique, mais effectivement également du point de vue capacité de l'entrepreneur capacité du chercheur à se transformer en entrepreneur. C'est un thème sur lequel on reviendra, parce qu'il a effectivement été mentionné à plusieurs reprises. Arnaud Pelletier, je voudrais que vous nous parliez un peu, vous qui avez créé une entreprise, justement, comment ça s'est passé, la partie financement, contact avec tous ceux qui ont pu apporter du capital à votre... Déjà, j'ai l'impression que l'argent, le financement, il y en a, parce que vous regardez ici 3 financeurs, un entrepreneur, donc ça... en tout cas, j'ai pas le sentiment qu'on manque d'argent et d'initiatives dans ce registre-là. C'est vrai que moi j'avais aussi beaucoup d'idées reçues au départ quand on démarre en France. On nous dit bon, les tickets sont beaucoup plus petits, tu vas voir, c'est beaucoup plus compliqué. Mon expérience c'est pas tout à fait celle-là. On parlait des États-Unis tout à l'heure. J'ai eu l'occasion d'aller dans des incubateurs aux États-Unis. J'ai eu des projets technologiques qui lèvent pas forcément des montants si extraordinaires, et des gens qui cherchaient des tickets de 300, 500 000 euros, ce qui n'est pas très différent de l'amorçage en France. Donc je pense qu'on a en plus un avantage, c'est que nous on a beaucoup de dispositifs en amont de ça, non dilutifs, avec des mécanismes de concours, de prêts d'honneur, de prêts à l'entreprise. Justement, est-ce que finalement le fait d'avoir tous ces dispositifs, est-ce que ça n'entraîne pas une complexité en matière de compréhension pour celui qui veut se lancer dans la création? Est-ce que tout ça est lisible en fait? Pas trop, mais ouais, je dis pas trop, c'est pas trop lisible, mais au final, on n'est jamais tout seul.
On n'est jamais tout seul et il y a des structures d'accompagnement qui nous guident. Il y a une multitude d'entrepreneurs, enfin il y a une solidarité entre entrepreneurs et assez rapidement on arrive à enchaîner les dispositifs de la meilleure manière. C'est vrai qu'on pourrait passer notre temps en revanche à faire ça. C'est-à-dire qu'on pourrait passer notre temps à faire de la recherche de financement et oublier d'aller faire du business. C'est le risque. Et le business, c'est le cœur du sujet. Oui, l'argent qui vient des clients, c'est quand même le meilleur. Hein. Alors parmi les sources de financement, il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent plus ou moins bien, et puis il y a des choses qui apparaissent, et notamment tout ce qu'on appelle le crowdfunding, donc qui est une sorte d'appel pour vulgariser totalement à la générosité publique. Vous, François Carbone, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que peut apporter ce mode de financement et quel nouveau rapport cela permet d'avoir entre des chercheurs, des physiciens et ceux qui veulent financer de la création d'activités, de la création de valeur? De la simplicité, des rapports plus simples. Je voulais revenir sur le constat sur lequel je suis assez d'accord avec, je suis complètement d'accord avec vous. C'est juste sur les moyens où je suis pas du tout d'accord. C'est que souvent on raisonne en France avec des poches d'investissement, on raisonne l'assurance vie, on parle du FNA, on parle du crédit impôt recherche, de tous ces dispositifs qui existent, mais à chaque fois on veut prendre dans la poche de l'un pour le mettre dans la poche de l'autre, etc. On oublie un truc qui est essentiel, c'est que l'argent il est apporté par qui ? Par de la fiscalité des Français ou des entreprises, ou par des Français directement. Donc avant d'atterrir dans ces poches-là, et que des personnes très compétentes, mais on est souvent dans l'entre-soi, décident de l'affecter à telle ou telle poche, ça vient de l'argent des Français. Et je suis venu plus tôt avant la table ronde, et ça m'a permis de voir quelques présentations très intéressantes de formidables réussites françaises, qui ont un formidable déficit de notoriété aussi dans l'écosystème entrepreneurial. Si on remet ces histoires d'entrepreneuriat en face des Français, en leur expliquant que de devenir business angel, entre guillemets, mais de devenir actionnaire de ces entreprises dans des phases tôt ou moins tôt, de faire du capital risque, de faire de l'amorçage, ou même de les suivre dans des phases de capital développement, là, on va remettre du sens dans le portefeuille financier des Français. Et donc, au lieu de mettre tout en assurance vie, ils auront peut-être mettre eux-mêmes une partie un peu plus importante directement dans des entreprises, alors que ce soit de la physique, mais que ce soit n'importe quel autre sujet. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur les moyens d'y arriver. Il y a eu des assises de l'entrepreneuriat, j'espère qu'il y en aura des nouvelles, sur lesquelles il y a eu des grosses discussions sur l'assurance vie et sur le fait d'allouer une partie des énormes poches très profondes des assureurs sur plus de capital risque. Ils ne veulent pas. L'État ne va pas s'enlever son financement, je crois que c'est clair. Donc on ne peut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner différemment, il faut penser en dehors. Et le crowdfunding est une des solutions, ce ne sera pas la solution et l'unique solution, on en est très conscient, mais c'est une des solutions pour remettre des histoires entrepreneuriales et remettre des réussites entrepreneuriales françaises à l'esprit des gens. Donc toutes les entreprises dont on parle aujourd'hui, et il y a des exemples comme ça, il y en a des centaines, si on les lit plus souvent dans la presse économique, si on les lit plus souvent dans la presse grand public, et que les gens réalisent que c'est des opportunités d'investissement pour eux, peut-être que ça fera des déclics, et peut-être qu'on trouvera plus de financement sur les phases après l'amorçage ou même pendant l'amorçage. Il y a un système qui a été très bien raconté par un des intervenants de cette journée, c'est que c'est parfois très compliqué de faire jouer la relation entre un vendeur et un acheteur qui ont des objectifs parfois radicalement différents. C'est peut-être aussi parfois compliqué de faire la relation entre celui qui voudrait un investissement qui lui permet de créer son entreprise et celui qui a un peu d'épargne et qui n'est pas forcément totalement convaincu de la capacité, entre guillemets, de récupérer sa mise ou de l'intérêt de poser sa mise. Après, c'est ce qui vient complètement mesurer le propos, c'est qu'il y a des phases de développement d'entreprise où ce sera plutôt à du crédit impôt recherche ou à des poches de subvention ou de prêts en phase amont. Ce sera plutôt à ces interventions-là que reviendra la responsabilité de donner le démarrage. Et le grand public, effectivement, aura plutôt tendance à intervenir dans des phases où ça a un peu plus de visibilité. Mais ce qu'il faut quand même savoir, que sur l'investissement en capital dans des phases d'amorçage, ça va déjà représenter une quarantaine de millions d'euros hors réseau de business angel sur cette nouvelle forme qu'on appelle le crowdfunding. Donc c'est des particuliers comme vous et moi qui investissent de quelques centaines d'euros jusqu'à quelques dizaines de milliers d'euros en prenant ce type de risque-là. Vous, par exemple, très concrètement, comment vous fonctionnez avec les structures qui souhaitent bénéficier d'investissements à travers le crowdfunding ?
Un exemple très concret, aujourd'hui on a la chance d'avoir une organisation par Incube Alliance. Il y a 2 sociétés qui ont été accompagnées par Incube Alliance, qui ont été présentées à nos équipes dont le travail est de sélectionner des projets tous les jours. Ces dossiers étaient des dossiers de qualité, qui étaient de suffisamment de bonne qualité et de maturité pour être présentés à des particuliers, même si c'est des dossiers en amorçage, qui n'ont pas encore atteint leur point de rentabilité. Ils ont été présentés, après analyse, ils ont été présentés sur le site et chacun des 2 a reçu une somme d'à peu près 250 000 euros par des particuliers. Donc c'est un exemple très concret de comment nous, en tant que plateforme, on travaille avec des structures d'accompagnement qui ont une très bonne connaissance de ces projets pour en faire une analyse avant d'être présentés à un grand public, entre guillemets. Nathalie Delorme, quand vous entendez ça, et vous avez évoqué, je crois, tout à l'heure, parfois l'importance de faire comprendre le projet à ceux qui peuvent investir dedans, est-ce que vous êtes aussi capable, avec ces nouveaux modes de financement, de venir les agréger, les agglomérer à une démarche qui permet de poser les choses? Alors oui, bien entendu, on les connaît, on connaît les plateformes de crowdfunding. Je crois que la direction de la stratégie de BPI France a essayé de mettre en place justement une plateforme pour mutualiser l'ensemble de ces différentes plateformes de crowdfunding, justement pour en faire un élément, je dirais, constitutif et un peu collectif. Moi, je trouve que le crowdfunding, si je peux me permettre, est à une étape essentielle du développement de l'entreprise. Quand on analyse un petit peu, et au vu de quelques exemples que j'ai en tête, c'est une étape où l'entreprise a fait son premier juste post-SAT ou au moment où elle se crée. Et en particulier en physique, où il y a quelquefois des démonstrateurs, un élément pilote. Il y a d'abord un démonstrateur, en plus un pilote, et ensuite des petites séries, et ensuite on va aller travailler sur des séries je dirais, en milieu industriel. Sur l'étape petite série, où là, au travers de dons et au travers d'une plateforme, on peut diffuser très largement, même au niveau mondial, puisqu'il y a des plateformes de crowdfunding comme Kickstarter qui ne sont pas françaises, mais qui permettent de donner de la visibilité à une entreprise au niveau mondial sur son premier démonstrateur qui fonctionne et qui a plein de fonctionnalités. Et je pense par exemple à GoPro ou des entreprises comme ça qui ont explosé de manière, je dirais, en termes de visibilité, et qui, grâce à cet appétit des early adopters, à concentrer en fait des analyses clients qu'ils n'auraient jamais pu avoir en termes de commercial et de marketing. Donc ça accélère le développement, je dirais, de la connaissance de son propre marché et au niveau mondial. Et ça, je trouve ça une étape essentielle. Alors, pour en revenir à votre question précisément, les BPI de France est en train de mettre en place une offre qui va s'appeler Pitch and Win au niveau régional, qui sera opérée par justement les délégués innovation, et qui permettra aux délégués de mettre en place des journées qui seront dédiées justement à la présentation de projets d'entreprise, quel que soit leur niveau de développement, à des investisseurs, à des business angels, à des plateformes de crowdfunding, pour justement leur donner le plus de visibilité possible. Donc c'est une forme d'accompagnement en fait à la présentation. Donc il y aura une formation au pitch, mais également à la préparation de ces entreprises devant de futurs investisseurs. D'accord, parce que ce qui a été aussi souligné dans le courant de cette journée, c'est qu'il y avait parfois, et là peut-être qu'Arnaud Pelletier, vous pouvez nous donner un éclairage, une sous-estimation de la valeur commerciale du lancement d'une activité. En particulier, mais c'est peut-être l'héritage français, c'est que souvent, avant de passer à l'innovation, moi j'ai l'habitude de dire, il y a une invention qui sort du laboratoire et ça devient une innovation quand on commence à la porter sur le marché et qu'on crée de la valeur. Et je pense qu'il y a c'est une observation très personnelle, mais il y a dans la culture en fait du chercheur et du physicien souvent le sentiment que lorsque ça fonctionne, lorsque techniquement c'est au point, on est au bout de l'histoire. Et c'est là que je pense qu'on sous-estime en fait l'énergie qu'il faut dépenser pour industrialiser et arriver au stade de produit, et l'énergie qu'il faut dépenser pour le porter sur le marché.
Et c'est là que je pense qu'il y a une question à se poser. Il se trouve, je pense que dans un certain nombre de cas, on va être dans des situations où on va avoir des physiciens, chercheurs qui ont cette fibre-là, qui ont compris ça, et que ça peut donner des belles success stories, et peut-être des fois un peu moins, et que c'est intéressant sans doute de venir compléter, en fait, soit parce que les gens n'ont pas envie de le faire, soit parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés, de compléter, de structurer une équipe autour de ça pour vraiment porter les choses et y mettre l'énergie nécessaire. Mais peut-être en racontant un peu votre cas précis, est-ce qu'il est facile de faire venir des gens qui ont plus la fibre commerciale sur de telles initiatives ? Est-ce qu'ils sont faciles à convaincre ? Est-ce qu'ils sont faciles à rencontrer ? Est-ce que les échanges et les liens se font aisément ? C'est pas facile, on touche un point, enfin, c'est particulièrement pas facile quand on touche à des domaines très techniques, qu'on a besoin de personnes qui ont à la fois la fibre commerciale et qui vont pouvoir, comme on dit, closer, quoi. Il faut vendre à la fin, mais qui aussi ont la fibre technique et vont avoir la patience de s'approprier le produit, de comprendre avec le client son besoin. Et donc on fait appel à des profils qui ont cette double compétence qui courent pas les rues. Ça nous a déjà donné, nous, enfin de mon expérience personnelle, quelques déconvenues. On tombe pas toujours bien du premier coup. Hein. Oui, Bernard Faugeras, vous semblez avoir des expériences aussi dans ce Non, domaine. mais j'ai les mêmes. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'une innovation, c'est le truc le plus difficile à vendre. Ça a été très bien expliqué dans tous les intervenants de la journée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un produit est bien, c'est même pas parce que le marché en a besoin que ça se vend. Très souvent, les innovations sont victimes d'un processus de rejet immunologique. Les gens n'en veulent pas. D'ailleurs, dans les matrices du Boston Consulting, on perturbe tout le monde, on emmerde tout le monde, donc personne n'en veut. Donc, il faut un talent particulier. Moi, je suis assez d'accord. C'est un talent particulier qui n'est pas si fréquent que ça à trouver. Ceci dit, si le projet a de l'envergure, on les trouve. Les projets à fort potentiel, on les trouve. En tout cas, notre métier à nous, c'est de s'assurer que quand on finance un projet ambitieux, l'équipe soit complète. Je pense que ça, si on part qu'avec des techos, on est mort. Ou que les manques soient clairement identifiés et que ça fasse partie des étapes à venir. Ouais. Tout à fait. Ça a été dit plusieurs fois, le talent est essentiel. Il faut recruter du talent et du talent diversifié. Et les physiciens qui créent, et j'en connais beaucoup évidemment, il faut qu'ils admettent qu'ils ne feront pas tout seuls. Ce n'est pas des hommes orchestres ou des femmes orchestres. François Carbone, vous, dans l'univers du crowdfunding, comment vous gérez aussi cette difficulté d'avoir parfois un lien avec des chercheurs qui n'ont pas forcément cette fibre business ? Je ne vais pas tomber dans la caricature, mais je vais forcément forcer le trait pour illustrer les choses. On se retrouve souvent dans la position de l'investisseur. La problématique, elle est que ce soit aussi clair pour nous, que ce soit encore plus clair pour les particuliers qui vont regarder le projet. Donc on tombe souvent dans ce travers de pas du chercheur, mais du technicien qui doit faire un effort de pédagogie, et c'est déjà un effort, et qui doit faire un effort marketing, et là, c'est encore un effort supplémentaire. Parce que l'investisseur, c'est une sorte de client, et il faut le convaincre aussi, il faut faire un pas vers lui. Et donc on est souvent, parce qu'on voit différentes typologies de projets, donc on voit à la fois des projets qui sont très forts en marketing, et parfois il n'y a pas de grande valeur ajoutée technique derrière, voire pas de valeur ajoutée technique, et on fait le grand écart avec d'autres projets où il y a une très forte valeur ajoutée technique, et souvent sur les traits de caractère ou sur les principaux défauts, si je peux appeler ça des défauts qu'on va déceler, c'est souvent on voit la personne qu'on a en face estime que c'est un peu indu, que la valeur de son innovation est telle que tout le monde devrait l'adopter, ça fait l'évidence, et pourquoi personne ne serait là pour financer ? Et on rentre très vite dans des schémas de pensée, dans des schémas de discussion qui sont pas les bons quand on veut parler investissement, quand on veut parler marché, quand on veut parler clientèle visée, etc. Donc forcément, je grossis le trait, mais c'est un des défauts les plus importants à surmonter quand on est dans la position du chercheur ou de l'équipe technique qui est en train de mettre sur le marché, qui veut mettre sur le marché, qui est en train de finaliser son prototype et qui va commencer à s'ouvrir au monde et qui va nécessairement devoir faire un effort de pédagogie et un effort de comprendre que même si on a l'intime conviction que son produit doit inonder le marché, on n'est pas attendu par tout le monde.
Ou se faire accompagner par quelqu'un qui a la fibre marketing et qui, du coup, a la capacité d'expliquer. C'est là que ça se passe le mieux. C'est là que c'est clé. Et de gérer la déconvenue quand on va se rendre compte que c'est long, que ça coûte beaucoup d'argent, parce que c'est le découragement qui vient derrière, en fait. Alors justement, sur ce découragement, j'imagine qu'à la BPI, vous rencontrez un certain nombre comme ça de jeunes acteurs. Comment vous essayez de travailler avec eux pour leur dire que leur projet est probablement intéressant, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on investisse dessus? C'est justement en travaillant en partenariat au niveau local qu'on y arrive. Et les incubateurs, les SAT sont quand même les structures d'accompagnement des porteurs de création d'entreprise. Nous, on est simplement un financeur et on essaye d'être bien inséré dans notre écosystème pour apporter la petite pierre en trinôme, je dirais. Parce que SAT, incubateur, François a parlé de la complicité entre les SAT et les incubateurs. Je pense qu'il y a aussi BPI France dans le trio et qui est indispensable pour anticiper les besoins financiers, faire de l'ingénierie financière, donner son œil, son regard, je dirais quelquefois critique, mais constructif toujours, sur la qualité du projet, sur la capacité justement du chercheur ou de l'entrepreneur à séduire les investisseurs, à les convaincre que la technologie qu'ils sont en train de développer va séduire l'investisseur et qui va faire le chèque à la sortie de l'entretien. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous extrêmement important. Et puis je vais peut-être donner quelques chiffres clés parce qu'on a parlé des FNA. Il y a quand même de l'argent aujourd'hui en France qui, au travers même du concours ILAB, qui est stratégique pour les créations d'entreprises sous-tendues par de la physique, bien évidemment. Mais le FNA, il faut savoir que le FNA, en 2014, a investi 182 millions d'euros sur de l'amorçage, sur 154 entreprises créées dans l'année ou juste avant. Donc 150 millions d'euros sur le FNA, c'est beaucoup d'argent, dont les 2/3 étaient dans les TIC et dans les écotech. Donc très sous-tendu par de la physique. Donc on aime, les projets, je dirais les projets issus de cette physique sont régulièrement financés au travers de fonds. Ensuite, nous avons les fonds de deuxième tour que vous connaissez sans doute, Innobio, Ecotech, le fonds Ambition numérique, qui permettent de financer le deuxième tour, et le fonds Large Venture qui est doté de 600 millions d'euros directement par la BPI et qui depuis 2013 a financé sur des tickets qui peuvent aller jusqu'à 30 millions d'euros quand même, ou 50 même, on parle, 22 entreprises dont plus de la moitié étaient des entreprises issues du CEA, du CNRS, mais sous-tendues par de la physique. Donc il y a la possibilité à la fois de financer au démarrage, de l'amorçage, mais également de suivre le développement de ces entreprises. Je rejoins juste un propos du début, c'est qu'il y a énormément de ponts dans le démarrage, dans l'amorçage. Un des challenges peut-être des incubateurs français d'ailleurs, c'est pas uniquement être présent dans ces phases de démarrage, mais c'est de savoir se transformer pour qu'une entreprise qui a déjà démarré, qui est en phase de croissance, se dise tiens, j'ai intérêt à rentrer dans tel incubateur ou dans telle structure qui va me recréer un écosystème, mais à un autre niveau, dans une autre ligue. Et ça c'est un vrai challenge. Parce qu'on le voit, on est concentré, nous, sur le financement de l'amorçage. Donc on le voit par la brique du financement, mais du coup, on parle avec beaucoup de structures d'accompagnement. Et on voit qu'il y a pléthore d'acteurs. Et on veut tous qu'il y ait des créations d'entreprises. Par contre, passer la première levée de fonds, on retrouve un dixième des acteurs qu'on avait avant, donc il n'y a quasiment plus personne. Et donc quand vous parlez de montant de 40 millions d'euros de levée, là on est dans une ligue complètement différente, où les seules structures d'échange, elles sont internationales, et donc très vite on sort de France. Donc c'est peut-être un des challenges de ces structures d'accompagnement en France que sont les incubateurs, qui sont des acteurs publics, d'avoir une capacité à créer un écosystème autour d'eux, crédible, pour attirer des entreprises qui ont déjà eu leur accès au marché, qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui sont dans la première ligue, alors qu'avant on jouait pour monter, et on a réussi à monter. Il faut retrouver du monde pour nous coacher plus haut. Donc finalement, le moment de l'investissement est aussi quelque chose d'essentiel. Oui, je disais, on commence à voir aussi des structures dites accélérateurs
qui naissent justement, qui vont pour moi dans la continuité d'incubateurs, type d'incubateurs technologiques, qui sont plutôt après focalisés sur des verticales et qui accompagnent cette phase d'accélération où des premières ventes, on doit véritablement commencer à générer une activité commerciale forte. Et je pense que ça va dans l'air du temps. Et d'ailleurs, ils ont compris quelque chose. S'ils prennent le pari de prendre des parts dans une entreprise pour faire ce travail-là, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait de la valeur là-dedans. Et de la valeur pour eux. Oui, Bernard Dojas. Oui, non, moi je partage un peu ce qui a été dit. Il y a des sociétés très difficiles à financer, c'est celles qui ont des investissements technologiques à faire, lourds, coûteux, avant d'arriver sur le marché. Et là, c'est vrai, quand on arrive sur le marché, ça change tout. C'est-à-dire qu'on peut sentir quelle est la probabilité que ça croisse, etc. Je vois, moi, quand même des boîtes, comme en biotech d'ailleurs, où on crame 40 millions avant de savoir si ça marche. Donc, c'est vrai que 40 millions pour voir, c'est difficile pour beaucoup de monde. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Non, on ne dort pas toujours très bien le soir. Puis on a pu tester la capacité de l'équipe justement à vendre. Voilà. Parce qu'avant, on ne sait pas. On ne sait même pas si ça marche. Donc, non, mais c'est un sujet difficile. Et les seules personnes qui peuvent financer ça, c'est quand même des structures un peu comme aux États-Unis. Il y a des très gros business angels aux États-Unis qui le font. Moi, j'ai fait des créations de boîtes aux États-Unis avec des business angels qui mettaient quand même 10 millions de dollars. Vraiment. Donc, c'est des gros business angels. On les trouve très rarement en France. Je crois qu'il n'y en a plus. Je crois que l'ISF les a tous délocalisés. Et oui, mais c'est vrai. L'ISF a délocalisé à peu près 400 milliards qu'est-ce que je raconte 400 milliards, oui, absolument, d'euros. Donc, ces gens-là, ils n'investissent plus en France quand même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils n'investissent plus en France. Donc, il faut trouver d'autres voies pour financer ça. Et selon vous, ça pourrait être quoi ces autres voies ? Des fonds comme nous, on arrive quand même. Alors, ça a été dit, les fonds étrangers. Je pense qu'on a l'habitude, nous, de mutualiser nos investissements avec des grands investisseurs étrangers. Un phénomène très intéressant que j'observe là actuellement pour la biotech, mais qui est transposable sur les sociétés à fort contenu capitalistique, c'est la reconnaissance par les fonds, notamment américains, de la qualité des startups françaises. Ça, c'est quelque chose qui me frappe énormément. Et donc, ils laissent les fonds français, toutes les structures dont on vient de parler, se démerder, arriver à mettre les boîtes sur un marché financier, et de façon un peu miraculeuse, les marchés financiers commencent à coter des sociétés en France un peu jeunes et pas très matures. Donc c'est quand même assez sympa. C'est des relais de financement dont on n'a pas parlé tout à l'heure et qu'il faut absolument indiquer. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce genre de cas de figure un risque de récupération et que finalement il y a un risque l'entreprise, une fois qu'elle sera sur les rails, aille exercer son talent ailleurs ? Il y a tout à fait un risque de récupération, sauf que mon expérience me dit que lorsque la recherche est de bon niveau, elle est en France, elle y reste. Moi, j'ai un cas d'une société qui a été rachetée par un grand Américain, une société basée dans le sud de Paris. Ils nous l'ont payé très cher, 700 millions d'euros. On était très contents. Et on pensait qu'ils allaient un peu la dépecer. Ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont centré autour de cette boîte toutes leurs activités européennes, une grosse partie de leur recherche, et ils ont recruté une centaine de personnes depuis qu'ils l'ont racheté. Donc, il ne faut pas être trop pessimiste là-dessus. En revanche, moi que je regarde autour de moi, je pense qu'il faut aussi qu'on rassure ces investisseurs étrangers sur le fait que la France, c'est pas, c'est un peu difficile. Parce que les investisseurs nord-américains en particulier, aujourd'hui, c'est quasiment ce qu'on appelle le flip obligatoire, c'est-à-dire holding nord-américaine. Quelques idées préconçues sur l'économie française. Oui, il y a beaucoup d'idées préconçues. Ouais. Je pense qu'il faut les rassurer sur un certain nombre de choses. Pour eux, la France, c'est les 35 heures, c'est ça, et ça leur fait très peur. Donc il y a aussi un rôle quelque part de l'ensemble d'entre nous de rassurer ces investisseurs-là sur le fait qu'ils puissent investir en France. Et inversement, on peut aussi se demander si on ne peut pas attirer des entrepreneurs à entreprendre en France. J'ai amené les entrepreneurs étrangers en France. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai été chercher des technologies 2 fois en Israël. J'ai créé des boîtes en France qui ont bien marché. Donc c'est possible. C'est possible de le faire. Il y a un truc que je voudrais dire, puisqu'on parle à des physiciens quand même là. Ils savent ce que c'est que le risque. Ils ont tous fait de la physique statistique.
Je pense qu'il faut aimer prendre le risque. Le risque n'est pas rédhibitoire. On peut échouer, ce n'est pas un problème. Je continue à financer des gens qui ont échoué. Sur le thème, s'ils ont échoué une fois, s'ils ne sont pas cons, ils n'échoueront pas deux fois. Mais justement, cette prise de risque, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu contraire à la culture de notre pays? Oui, elle est contraire. Je ne sais pas si vous le savez, il y a une étude du MIT qui est parue au printemps cette année sur le thème. Pas que français. Pourquoi en Europe, il y a des technologies aussi bonnes qu'aux États-Unis, et voire meilleures dans certains cas, on l'a vu souvent, des technologies exceptionnelles en Europe. Et pourquoi il n'y a pas autant de boîtes qui dépassent le milliard ou la dizaine de milliards qu'aux États-Unis? Et l'analyse qu'ils font, c'est une équipe de sociologues, de je ne sais pas quoi, de financiers et tout, et ils disent, c'est l'attitude vis-à-vis du risque. L'Europe n'a pas la même attitude vis-à-vis du risque que les États-Unis. Et j'ai réfléchi un peu à tout ça, et quand j'y pense, c'est pas faux. C'est pas faux. La France est quand même le seul pays qui a mis le principe de précaution dans sa constitution. C'est même étonnant. Nathalie Delorme, à la BPI, quelle est la part de risque que vous acceptez? C'est le risque est dans nos gènes, j'ai envie de le dire, puisqu'on partage le risque dans notre financement d'innovation, du départ de la création d'entreprises jusqu'à n'importe quel développement d'entreprise. On partage le risque avec l'entrepreneur, donc c'est dans nos gènes. Par contre, on essaye de le maîtriser, ce risque. D'accord ? Donc voilà. Donc, et on essaye de faire prendre du risque aux entrepreneurs, justement, pour aller plus loin dans leur développement. Je voudrais rebondir sur les montants investis. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience en France et au niveau européen qu'il y a des fonds qui permettent la croissance et le développement des entreprises, justement pour arriver à des sociétés qui peuvent être valorisées aux milliards d'euros, qu'il est indispensable de mettre en place des fonds européens, à la fois sur la croissance et à la fois sur le développement. Et il y a des initiatives qui sont en cours de création de fonds avec la KfW, BPI, la Caisse des dépôts italienne, etc., pour essayer de mettre en place ces fonds-là avec l'aide de la BEI. Et dans ces travaux-là, vous sentez un élan européen qui serait en train de naître là, sur la capacité d'accompagner l'entreprise? Je ne peux pas en parler directement parce que je ne suis pas je suis pas sur ce sujet-là, mais oui. Oui, il y a la semaine dernière, lors du colloque sur le numérique, il y a eu l'annonce de la mobilisation de fonds au travers de Partech sur le fonds Partech Grosse, de BPI et KfW qui sont venus abonder 75 millions d'euros chacun. Donc là, on est bien dans cette logique-là et il y a d'autres initiatives qui vont émerger au cours de l'année 2016. Vous parliez chiffres tout à l'heure. Est-ce que vous avez, vous, à la BPI, des objectifs en matière de nombre de créations d'entreprises? Non. On prend les bons projets. Je pense qu'on a plus une logique de est-ce que le projet va être créateur de valeur. Pour nous, c'est vraiment la seule question qui est importante. Et est-ce que le porteur va être en capacité de prendre ce projet et de l'accompagner pour créer cette valeur. C'est tout. Écoutez, je vois qu'on arrive presque à la fin du temps qui est imparti pour cette table ronde. Alors j'ai envie à chacun de vous quatre de vous reposer la question qui fait l'objet du débat. Est-ce que la France, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Est-ce qu'elle sait exploiter le potentiel d'innovation de ses physiciens? Réponse oui, non, joker. Oui, je crois, il faut le faire encore plus. Faut le faire encore plus. On parlait de risque et moi j'ai un autre point que je voulais mentionner là, sur ce sujet, c'est je pense aussi on a tendance à jouer un peu trop dans notre cour, quoi. Il faut qu'on aille dehors. Les Français, ils ont peur de sortir, de passer la frontière et d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et pourtant, la technologie française, elle a une réputation à l'étranger qui est gigantesque. Et les portes s'ouvrent très facilement. On a en plus des dispositifs, ce qu'on appelle la diplomatie économique, qui est capable de se mettre en mouvement pour des structures, même les plus petites. On fait beaucoup ça. Moi, le souvenir plus marquant pour moi en termes de vente, c'est d'avoir vendu au Qatar alors que la boîte avait un peu plus d'1 an. Voilà, je pense que tout est possible. Il faut y aller, il faut pousser. Et voilà, moi je pense qu'on a ce qu'il faut et il faut oser.
François Carbone. Alors moi, je dirais que c'était un peu en toile de fond, donc c'est pas complètement l'exploiter. Mais j'inverserais plutôt la question, parce qu'il y a beaucoup de choses pour les aider dans des phases de démarrage. Donc après, on peut parler de la suite, mais faut vraiment inverser la question pour les personnes qui sont venues écouter cet échange. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. On se débrouille pas si mal. Et il faut encourager les porteurs de projets et physiciens à sauter le pas. Et il faut les encourager, vraiment. Ça le mérite. Et comme on dit tout à l'heure, hein, c'est un peu dur, c'est un peu stressant, mais on se marre. Quand vous dites il faut les encourager, c'est qui peut agir? Tout le monde. Tout le monde. Moi, je crois que c'est très culturel tout ça. Hein. Très, très culturel. C'est parce que c'est compliqué que c'est intéressant. Hein. Ouais. Sinon, on s'ennuierait. Hein. Je suis d'accord. Voilà, et moi je voulais finir peut-être en disant que sur le plateau de Saclay, notamment, il y a un chargé d'affaires qui est dédié à votre écosystème, qui s'appelle Basile Longin, et que vous connaissez tous, qui est dans vos locaux, et qui est à votre disposition. Donc vive Basile, merci beaucoup.